La question Stop Intox du jour sur le plateau de Village Semence est la suivante. Et si nous avions une ambition pour l'agriculture française? Évidemment, nous allons définir ensemble ce que c'est qu'une ambition, où commence-t-elle, où s'arrête-t-elle, et nous allons le faire avec le sénateur Laurent Duplomb. Bonjour monsieur le sénateur, vous êtes sénateur de la Haute-Loire, auteur d'un rapport critique sur la compétitivité de l'agriculture française, porteur de solutions aussi. Anne-Cécile Suzanne, bonjour, vous êtes agricultrice, polyculture, élevage. Vous nous avez rejoint ce matin, vous avez pris le train de bonne heure, mais vous avez connu une nuit de surveillance, parce qu'il y avait un vélage qui se préparait. Bon, il n'a pas eu lieu, mais vous avez passé la main à quelqu'un d'autre. C'est aussi la démonstration que ce métier est un métier H24, 365 jours par an. Vous êtes consultante chez Kea et vous déplorez l'hyper-spécialisation de l'agriculture française. Christophe Grison, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Val France, qui est une coopérative du département de l'Oise, de la grande culture, de la céréale. Oise et Seine-et-Marne. Voilà, Oise et Seine-et-Marne, absolument. Et nous allons nous dire aujourd'hui que l'agriculture française doit porter une ambition qui est d'abord celle, évidemment, de produire l'alimentation des Françaises et des Français, celle aussi d'exporter, avec une politique sur les deux pieds, c'est-à-dire une politique de niche. Oui, bien sûr qu'il faut monter en gamme, mais il faut garder un pied sur terre, il faut garder un pied dans le marché de masse. La France ne peut pas être demain une épicerie de luxe, simplement, elle doit produire un peu plus. Est-ce que d'abord c'est une fierté pour vous? L'ambition, ça commence par ça, ça commence par des sentiments très humains. Est-ce que c'est chez vous une fierté de produire l'alimentation des Français? Je racontais votre nuit, qui a été une nuit d'éleveuse. Bon, c'est aussi beaucoup d'engagement. Est-ce que vous vous sentez récompensé pour ça? Écoutez, oui, j'ai une immense fierté à exercer mon métier d'agricultrice, c'est certain, parce qu'on nourrit les Français, on nourrit des gens et c'est une mission extrêmement importante. Mais au-delà de ça, j'ai aussi une grande fierté de bien m'occuper de mes animaux, de bien m'occuper de la terre dont je suis responsable parce que je la travaille. Et donc oui, c'est une fierté au quotidien. Est-ce que je suis récompensée ? Écoutez, ça dépend. Globalement, j'ai envie de dire oui. Les gens, quand même, en France, considèrent leurs agriculteurs. Il y a plein de retours positifs sur ce métier-là. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une nécessité de revaloriser, notamment dans le débat public et dans les médias, ce métier-là. Parce que les Français aiment leurs agriculteurs, mais il y a un gros travail aujourd'hui de pédagogie et de transparence sur ce métier qui est absolument magnifique. Alors, c'est vrai qu'on donne beaucoup la parole sur l'agriculture à des gens qui ne sont pas agriculteurs. C'est un peu comme si on demandait à un joueur de basket de parler de football. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que ce sont, monsieur le sénateur, des caprices d'enfants gâtés? Est-ce qu'en France, on a oublié qu'on a eu faim à certaines périodes, peut-être assez récentes d'ailleurs, de notre histoire? Oui, je pense qu'on a oublié certains critères qui sont essentiels pour la vie dans un territoire, pour l'autonomie et la souveraineté de son peuple. On a déjà oublié que la plupart des guerres ont commencé à cause soit de l'alimentation, soit de l'énergie. Ce qui a fait que d'ailleurs on a constitué la communauté européenne sous ces deux principes. La CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier. Et la politique agricole française et européenne, mais aussi l'application des agriculteurs pendant des décennies, ont fait que petit à petit on a perdu le sens de la réalité de la souveraineté et de l'autonomie alimentaire. J'ai écrit un rapport, comme vous l'avez dit, en 2019 pour rappeler qu'à un moment donné, attention, la ferme France, en 2019, déclinait déjà et qu'elle n'a eu de cesse que de décliner. Mais ce qu'il y a eu de nouveau, c'est l'épisode Covid, plus la problématique de la guerre en Ukraine, qui nous font prendre conscience qu'à un moment donné, quand on n'a plus ces produits chez nous, quand on les importe, eh bien ça peut s'arrêter et ça peut nous mettre dans le corner. Et ce qui conduit les politiques parfois à dire des choses aberrantes. On n'a pas besoin de masques parce qu'on n'en a point, parce qu'il faut les importer de Chine. Et puis dès qu'on en retrouve, on les oblige à porter à tout le monde. Donc tout cela, il faut faire attention et il faut véritablement être très prudent sur ces choses-là. Alors l'opinion a une certaine capacité d'oubli, mais c'est bien naturel. Je crois que c'est très humain là aussi. Mais est-ce qu'il y a un fait générateur, un fait politique générateur du déclin de notre agriculture française, des choix qui auraient été mal sentis, mal réfléchis? La politique de ces dernières années, depuis 10 ans, sur la possibilité ou l'obligation de changer de modèle,
déjà a mis beaucoup d'agriculteurs dans l'incertitude. Pourquoi changer de modèle? D'un côté, on nous explique qu'on a l'agriculture la plus vertueuse, et puis de l'autre côté, il faudrait changer de modèle parce qu'elle ne serait pas vertueuse. Donc on est sur un paradoxe que même les Français ne comprennent pas. Le principe aussi, depuis ces dernières années, de tout faire au niveau politique pour monter en gamme. Et ça nous conduit à plusieurs problèmes, 3 conséquences à mon avis. Un, c'est la perte de la souveraineté, parce qu'on décline et on ne regarde pas la réalité de nos problèmes en face. 2, ça crée un autre souci, c'est qu'on divise les Français en 2 catégories. Ceux qui ont les moyens de pouvoir militer à travers leur alimentation et ceux qui, malheureusement, la très grosse partie des Français, ont l'obligation d'arbitrer sur leur alimentation et seraient quasiment condamnés à ne manger que des produits importés. Et puis une troisième conséquence, c'est que les agriculteurs au milieu de tout ça ne comprennent pas quel message on veut leur faire passer, quelle orientation on veut leur faire prendre. Un coup c'est dans un sens, un coup c'est dans l'autre. Tout ce qu'ils essayent de faire du mieux possible, on est toujours en train, par le système médiatico-politique, de le critiquer ou de le vilipender. Et ce qui fait qu'aujourd'hui les agriculteurs n'arrêtent plus par difficulté physique de leur travail, mais par difficulté morale. Parce qu'aujourd'hui, psychologiquement, ils ne résistent plus à ces injonctions contradictoires qu'ils ne comprennent plus et qui, pour eux, paraît totalement paradoxal avec ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Alors, Christophe Grison, vous dirigez une coopérative. Une coopérative, c'est un grand modèle. C'est un modèle vertueux, j'allais dire. C'est un modèle d'assurance. Hein. C'est un amortisseur de crise, la coopérative. Enfin, moi, je le perçois en tout cas comme ça. C'est un beau modèle économique. C'est peut-être la phase la plus honorable, le visage le plus honorable du capitalisme. Mais vous êtes aussi partisan d'ouvrir les fermes. Et vous avez constaté, vous, qui vendait dans les circuits courts, notamment, que le comportement des Français, puisque monsieur le sénateur l'évoquait, le comportement des Français a changé entre la période du Covid et la période post-Covid. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Effectivement, donc comme disait le sénateur, moi je rêve d'une ambition pour la France que voilà, l'agriculture française ne soit plus le problème mais la solution pour répondre à tous les défis devant nous. Et donc effectivement, j'ai créé une diversification à la ferme il y a 7 ans. En circuit court, on vend des légumes et des produits avec des partenaires éleveurs comme madame, voilà, qui travaillent avec nous. Et effectivement, on a eu une grosse fréquentation pendant la période Covid. Mais dès que les gens ont eu la possibilité d'aller se repromener dans la grande distribution, on a perdu pas mal de clients et on constate une grosse baisse de chiffre d'affaires. Et je ne suis pas un cas isolé, hein, c'est tous mes collègues qui sont dans le même effet. Moins 45% de chiffre d'affaires en 1 an et demi. Ah oui, voilà. C'est beaucoup, ouais. C'est énorme, Ouais. énorme. Donc forcément, on nous demande effectivement, comme dit le sénateur, de changer de modèle, faire du circuit court. On s'y adapte, on fait des investissements, on a construit des serres, on a embauché de la main-d'œuvre, du matériel spécifique. Et d'un seul coup, le modèle se retourne. C'est un petit peu le même problème aussi dans l'agriculture biologique. Une grosse demande, et puis d'un seul coup, moins de demande. C'est vrai, mais ce modèle des circuits courts, c'est un modèle plutôt adapté au temps de la croissance. Les explications sont nombreuses probablement. Le recul des ventes, c'est lié, ou le recul des visites de consommateurs, c'est lié probablement aussi au prix de l'essence. À la crise économique. Oui, à la crise économique. Bon, voilà, les choses peuvent changer. Une question pour vous, Anne-Cécile. L'image de l'agriculture dans l'opinion, comment vous la percevez? Parce qu'avoir une ambition, moi je me rappelle d'Edgar Pisani, qui a été ministre de l'Agriculture, un des premiers ministres de l'Agriculture de François Mitterrand, qui voulait proposer au pays un pacte, le pacte paysan aux Français. C'est-à-dire que c'est une ambition qui doit être partagée, parce qu'il y a les producteurs, il y a les transformateurs, les distributeurs, et il y a surtout les consommateurs et les citoyens. C'est un problème de citoyenneté. Est-ce que l'image de l'agriculture française a changé dans le regard de ceux que vous rencontrez? Alors, dans l'opinion, il y a quelque temps, on disait beaucoup, les gens ont l'image de la ferme de leurs grands-parents. C'est toujours vrai. Néanmoins, aujourd'hui, on constate de plus en plus qu'ils nous disent finalement le respect du bien-être animal, le respect de l'humain aussi dans une exploitation, ça a disparu. On l'entend beaucoup aujourd'hui. Et ça relève vraiment du préjugé, parce que finalement, les exploitants aujourd'hui sont tout autant, voire plus conscients des sujets de bien-être animal qu'avant, du respect du sol, de la protection des sols notamment. Donc effectivement, il y a une espèce de divergence entre la réalité dans les faits et ce que l'opinion... Mais est-ce qu'il y a de la curiosité? Est-ce que l'opinion manifeste de la curiosité?
La curiosité, oui, mais... C'est le premier pas vers la connaissance. Voilà, moi, par exemple, j'ai des gîtes à la ferme et j'accueille des personnes régulièrement. Je leur fais visiter mon exploitation. Il y a beaucoup de curiosité, beaucoup d'interrogations, des inquiétudes aussi parfois. Donc c'est intéressant d'y répondre. Il y a aussi une masse de personnes, il faut quand même le dire, qui se forgent une opinion sans aller faire l'effort d'aller vers l'exploitant. Et c'est vrai que la solution reste quand même celle-ci pour mieux comprendre ces sujets-là. Et puis il y a aussi, je tiens à le dire parce que c'est important, moi au quotidien j'accompagne des acteurs de l'aval agricole. Et là, on voit un changement de perspective, c'est-à-dire qu'il y a une vraie inquiétude des acteurs de l'aval, donc des industriels, de la distribution, sur certaines filières agricoles, où on n'est plus sûr dans les années à venir d'avoir de la matière à commercialiser. Et donc là aussi, en fait, sur les acteurs économiques de l'aval, on a un changement de perspective et de nouvelles interrogations. Et ça, c'est porteur aussi d'opportunités pour le secteur. Monsieur le sénateur, il n'y a pas de solution simple en réalité, parce qu'on se met aussi aux côtés des ménages. Il y a des ménages qui sont en difficulté aujourd'hui, qui vont faire leurs courses en achetant des prix avant d'acheter des produits. Et puis, il y a nos productions françaises. Vous êtes sénateur de la Haute-Loire. C'est un territoire que je connais bien, que j'aime beaucoup. Haute-Loire, Cantal, Puy-de-Dôme. L'Auvergne historique, c'est un territoire de moyenne montagne. S'il n'y a plus d'élevage, par exemple, il n'y a plus d'activité économique. Mais comment on concilie la problématique macroéconomique du pouvoir d'achat des ménages et la survie d'un modèle qui est un modèle un peu plus coûteux que le modèle de l'ancienne Allemagne de l'Est dans le domaine agricole? Alors il y a plusieurs réponses à ça. La première, et c'est ce que disait l'éleveuse, à un moment donné, il faut être fier de son agriculture. Donc ça veut dire avoir des messages positifs et non pas être sans cesse en train d'avoir des messages qui soient plutôt négatifs que positifs. Parce qu'il faut redonner confiance. Pour pouvoir s'installer en agriculture, aujourd'hui, je pense que la problématique n'est pas l'usure physique liée au travail, c'est l'usure morale. Et donc le fait d'avoir une population, des pouvoirs publics et des politiques publiques qui soutiennent l'effort est plutôt un avantage pour installer des jeunes, même dans les territoires difficiles. Le deuxième élément, c'est des politiques publiques. C'est-à-dire pas des injonctions contradictoires. Un agriculteur, c'est quelqu'un qui a du bon sens. Il sème une récolte, il sème son champ parce qu'il veut récolter et qu'il ne faut jamais oublier que l'activité agricole est une activité économique. Ce qu'il veut récolter, c'est le fruit non seulement de son travail, mais c'est aussi la possibilité de gagner un peu d'argent. Et donc tout cela, dans des injonctions contradictoires qui consistent à lui dire à un moment donné, on va vous interdire cela et vous passerez par des méthodes alternatives, font qu'au bout du bout, quand il n'arrive plus économiquement à équilibrer, eh bien il arrête la production. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui sur des pans entiers de notre agriculture. Regardons les fruits et légumes, où on importe 50% de nos fruits et légumes. Regardons sur la moutarde de Dijon qui n'était plus dans les rayons pendant cette guerre en Ukraine. C'est l'Ukraine et le Canada. Alors que Dijon est en France. Donc à un moment donné, toutes ces choses-là, il faut qu'on y prenne garde. Et puis enfin, il y a aussi des politiques d'aménagement du territoire. Moi, je suis issu d'un territoire qui est difficile, qui est un territoire de montagne, et que les pouvoirs publics, par les politiques publiques, permettent de rééquilibrer cet aménagement du territoire. Donc il ne faut rien perdre de vue. Et qu'aujourd'hui, entre les discours anti-viande, anti-élevage, entre des injonctions contradictoires, entre des politiques de soutien de l'agriculture dans les territoires difficiles qui sont de moins en moins favorables, eh bien conduisent à une décapitalisation du troupeau. Alors le cheptel est décapitalisé en France, oui, c'est 2% par an. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Il ne faut jamais oublier que cet été, nous avons connu des semaines où il manquait 7000 têtes de bétail dans nos abattoirs. Ce qui veut dire que quand on décapitalise, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'élevage est la même chose que l'industrie lourde. Pour produire 1 euro de chiffre d'affaires, il faut que des générations successives aient investi 7 euros. Ouais, c'est ça. Le jour où vous décapitalisez, vous arrêtez l'élevage dans certains secteurs, il est facile de les basculer en grande culture quand c'est possible. Mais quand c'est des sujets, des paysages, des pays qui ne peuvent pas porter des grandes cultures, si vous détruisez l'élevage, vous mettrez des années ou voire vous n'arriverez pas à le reconstruire. C'est l'exemple de l'arboriculture. Vous arrachez un verger, vous pouvez bien le replanter, vous ne récolterez pas des fruits le lendemain ou l'année d'après avoir planté. C'est ce qui s'est produit en Grande-Bretagne. Tout ça, ça demande un investissement colossal. Et au-delà de l'investissement qui est purement économique, il y a aussi la valeur du savoir-faire. Alors, c'est la question que je voulais poser précisément à votre voisin, à Christophe Grison. Il y a un indicateur qui est très significatif quand on parle d'ambition, c'est la relève.
ceux qui arrivent derrière. C'est-à-dire que les activités économiques se jugent dans le temps. Il n'y a pas de miracle éphémère, ça doit durer. Hein. Ce qui marche, qui plus est, dans une activité à haute intensité capitalistique, parce qu'il faut mettre, comme vous le dites, beaucoup d'argent sur la table, il faut que ça dure. Est-ce que la relève est là? Est-ce qu'il y a encore des jeunes qui ont une ambition, non pas pour l'agriculture, mais pour le métier d'agriculteur? Alors le métier passionne toujours. Il y a effectivement, il y a beaucoup de jeunes dans les études agricoles. Hein. Ça, c'est incontestable. Néanmoins, ils sont un petit peu plus observateurs. Voilà. J'ai pas mal de jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire, observateur? C'est-à-dire, ils regardent un petit peu le modèle Distant. économique. Ce qui nous manque un peu en agriculture, c'est une vision à 10 ans. Et voilà, on ne peut pas gérer une exploitation agricole avec une vision à 1 an, 2 ans. On change les politiques agricoles régulièrement. Les jeunes ont besoin d'une vision à 10 ans pour s'installer, parce que, vous l'avez dit, c'est des investissements assez conséquents financièrement. Donc on va avoir aussi pas mal de jeunes qui vont s'installer éventuellement en double actif. D'ailleurs, comme madame qui est éleveuse, Oui. elle est double active. Oui. On a pas mal de jeunes. Moi-même, je suis agriculteur. Mon fils, actuellement, est parti dans le machinisme agricole et va se poser la question d'ici 5-7 ans s'il revient sur exploitation ou pas. Et s'il revient, je pense que comme le modèle économique est un petit peu instable, peut-être qu'il sera double actif lui aussi pour sécuriser une partie de son salaire. Alors il y a 3, vous savez, c'est la politique des 3 S. Simplicité, stabilité, stimulation. Et c'est important parce que, en effet, on a besoin de perspectives. Vous êtes le témoignage vivant, enfin vous pouvez être le témoignage vivant de ce qu'on évoque là. Vous avez repris une activité qui était l'activité de votre papa, c'est ça. C'était courageux. Vous aviez la formation d'ailleurs pour ça? Absolument pas. J'ai été formée par mon salarié à l'époque. D'accord. Donc vous vous êtes formé. Et comment s'est passée votre entrée dans le métier? Ah, ça a été dur. Ouais. Ça a été extrêmement dur. Après, en fait, je me suis prise de passion avant tout et ça m'a donné la force de continuer. Mais c'est effectivement extrêmement difficile parce qu'en fait, c'est un métier, comme le disait monsieur le sénateur, qui en fait s'apprend aussi avec l'expérience. Et moi, avec le décès de mon père, en fait, j'avais toute une génération d'expérience qui était partie. Et donc, et ça, c'est vraiment un danger pour les filières quand on a des agriculteurs, effectivement, qui arrêtent des activités parce qu'on perd le savoir-faire. Moi, c'est ce qui s'est passé chez moi, donc ça a été difficile. Après j'ai aussi eu de l'aide de certains de mes voisins, etc. Donc, il y a des réseaux activés au sein du monde agricole pour faciliter les choses. Et puis, et là, c'est un peu un message aussi pour les chambres d'agriculture, pour la MSA aussi. Il y a un vrai rôle à endosser, en fait, au niveau de ces structures-là, qui aujourd'hui, à mon avis, est encore insuffisamment endossé. C'est Pourquoi? vraiment... Qu'est-ce qui est défaillant? Je pense qu'il y a en tout cas il y a un accompagnement tout au long de la vie professionnelle de l'agriculteur qui doit être développé. On parle beaucoup de formation continue, c'est vrai, les chambres d'agriculture en proposent, mais à mon avis, il faut renforcer cet axe-là. Vous, par exemple, votre métier dans l'élevage, vous le faites de la même façon aujourd'hui que lorsque vous avez repris la ferme de votre papa? Ou ça a beaucoup changé? Vous avez appris beaucoup de choses? La nature nous apprend toujours. Ouais. Mais il n'y a pas que la nature, il y a la science. Aussi, ça fait partie de l'ambition. Bien sûr, l'innovation. Les cycles sont extrêmement longs en agriculture. Donc, effectivement, quand on teste quelque chose, le retour sur investissement, etc., est très long. Après, oui, on évolue en permanence parce qu'on apprend en permanence. La science, elle est là. Après, il n'y a pas eu de révolution scientifique dans les 10 dernières années depuis que je me suis installée. Donc, par contre, on a vraiment besoin. Mais des améliorations, éventuellement. Mais des il y a améliorations un deuxième indicateur, M. Grison, Christophe Grison, qui est essentiel, c'est la question de la recherche. Avoir une ambition. Enfin, il n'y a pas de... la vie économique n'est pas une succession de photos, c'est un film. C'est-à-dire que c'est une évolution, il y a une cinétique de l'économie. Et donc, ça suppose qu'on trouve de nouvelles solutions. Est-ce que dans le domaine de la recherche, nous avons une ambition pour l'agriculture française? On a vraiment une ambition. On a des chercheurs qui sont vraiment là au contact de nos préoccupations. On parle beaucoup de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, par exemple. Donc on entend beaucoup de messages politiques en disant nous allons vous aider à trouver des solutions alternatives, comme disait le sénateur. Mais bon, il faut aussi du temps au temps. Hein. La recherche en France, je pense qu'elle est peut-être un peu freinée par un manque d'ambition sur l'innovation. Voilà. L'innovation en France fait peur. Et j'étais pas plus tard qu'au mois de janvier faire visiter des fermes en Argentine. Et quand vous voyez la façon dont ils cultivent, la façon dont nous cultivons, voilà, ils ont des innovations qu'ils ont dans leur boîte à outils que nous n'avons pas en France. Alors c'est pas le parce qu'on se l'interdit ou parce qu'on n'a pas trouvé? Parce qu'on se l'interdit. Les nouvelles technologies, voilà, on est toujours un petit peu frileux en France. Voilà, il y a l'acceptation sociétale. C'est comme ça, c'est un fait. Je suis pas pour ou contre. Néanmoins, ce qui me gêne plus en tant que producteur, c'est que ces innovations, on va les importer dans les produits qu'ils font.
Voilà. Et donc, nous, en France, on n'a pas le droit à Double certaines peine. solutions. On Double n'aura peine. pas l'innovation. Par exemple, on parle beaucoup des Oui, néonicotinoïdes, l'insecticide dans les betteraves. Moi-même, j'ai 80 ruches sur la ferme. Il n'y a jamais eu de mortalité d'abeilles sur mon exploitation agricole. Il n'empêche que je viens de passer 35 hectares de betteraves à 10 hectares parce que j'ai trop peur de perdre de la production. Et après, économiquement, sinon, ça passe pas. Est-ce que, monsieur le sénateur, l'agriculture, une question un peu poil à gratter, est-ce que l'agriculture est toujours une ambition, y compris pour le président de la République? J'ai l'impression, j'espère me tromper, mais j'ai l'impression que pour ce gouvernement, l'agriculture, c'est un peu comme le logement, c'est la vieille économie, c'est ringard. Je me trompe? Je ne pense pas que vous vous trompiez beaucoup. Je pense que là où il y a une difficulté de compréhension de la politique qui est menée depuis 6 ans sur l'agriculture, c'est que l'agriculture ne comprend pas le en même temps. Il n'y a pas de en même temps dans l'agriculture. Et le fait d'être sur un bout d'un discours qui peut plaire aux agriculteurs tout en leur disant exactement l'inverse avant la fin de la phrase, un agriculteur ne comprend pas. L'exemple typique de samedi, où on vous dit qu'il faut faire des retenues collinaires pour soutenir l'agriculture et dans le même temps faire des restrictions d'eau. Ouais. C'est pas possible. À un moment donné, l'agriculture, elle a besoin de priorité. L'eau pour l'agriculture est une priorité. C'est pour ça d'ailleurs que dans la proposition de loi que je viens de déposer, je l'inscris comme étant d'intérêt général majeur. On ne peut pas dire que la priorité de l'utilisation de l'eau, elle serve à l'humain pour ses usages de boisson ou d'hygiène, sans regarder dans le même temps qu'elle sert aussi pour la production de son alimentation. N'oublions jamais que dans une tomate, il y a 90% d'eau. Ouais, c'est ça. Et qu'à un moment donné, si cette tomate elle n'est pas arrosée ou si elle n'est pas irriguée, eh bien elle ne pousse pas. Et donc à un moment, on en est à des tels paradoxes qu'on en arrive à une naïveté coupable qui consiste à tuer ce que nous faisons chez nous à travers des dogmes qui sont incalculables et avoir dans le même temps cette naïveté coupable qui consiste à ouvrir les portes aux importations qui contiennent des produits qu'on interdit chez nous. L'exemple des pommes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un agriculteur européen dispose d'un catalogue de produits phytosanitaires de 450 molécules. En France, nous avons déjà surtransposé tellement que nous en avons moins de 300. Ce qui veut dire, par exemple, avec la suppression des néonicotinoïdes, un Polonais qui veut traiter le puceron cendré sur la pomme utilisera des néonicotinoïdes quand nous, en France, avec la suppression future dans 1 an et demi de la spirotétramate, ne pourrons plus utiliser de produits phytosanitaires pour lutter contre le puceron cendré. Ce qui veut dire qu'on met dans le corner des filières entières de notre production agricole. Et ça, les agriculteurs ne peuvent pas se résoudre à ça. Et les Français le comprendront et le comprennent déjà à travers ce que nous sommes en train de vivre. Les pommes polonaises avec de l'acétamitride, et notamment, on les retrouve ici, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. En France. Allez dans les stands de l'association Pomme-Poire et vous verrez les dernières analyses qui sont faites sur des pommes polonaises bourrées de néonicotinoïdes. Vous, Anne-Cécile, alors, il y a autour de ce plateau la politique, les grandes entreprises du secteur agricole dont on a besoin, et il y a vous qui êtes une incarnation vivante d'une exploitation moyenne, je peux parler d'exploitation moyenne. Comment vous ressentez le discours des politiques? Quand vous vous levez le matin pour aller bosser, vous devez vous poser la question de temps en temps quand même, et vous devez vous demander si autour de vous, vos élus, le maire, le député, le sénateur, mais un peu plus que ça, le ministre, ont une considération à la hauteur pour vous. Alors, de manière générale, je pense qu'en tant qu'agriculteur, il faut être conscient qu'on ne représente plus que 1,5% de la population française. D'accord, mais donc, vous représentez ce qu'on met dans l'assiette quand même, c'est important en France. On représente ça, mais du coup, à mon avis, on a, en tout cas, et je réponds à votre question, mais on a un sujet d'embarquer avec nous le citoyen et le consommateur qui va avec nous, en fait, porter beaucoup plus de voix électorales. Et à mon avis, quand même, le discours politique est très orienté par le poids politique de chacune des strates professionnelles et de la population française. Donc on a un vrai sujet là en tant qu'agriculteur à embarquer avec nous Donc d'autres vous gens. voulez dire que les citoyens mangent n'importe quoi, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'ils votent. En C'est tout, ça cas, que vous me dites, en là. tout cas, ça influence directement le discours politique, de manière D'accord. générale. Après, je ne parle pas de monsieur le sénateur, qui, lui, est très engagé de manière constante sur les sujets agricoles. Mais voilà, globalement, c'est ça. Après, on a un autre sujet en matière politique qui concerne donc, les dernières années en particulier. C'est qu'on a beaucoup de beaux discours. On a de très beaux discours sur le sujet agricole. On a beaucoup de belles promesses. On a peu d'actions.
Et ces actions-là, pourtant, ce sont elles qui forgent le quotidien. Et là encore, on a une responsabilité collective, donc en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'agriculteur, à arrêter d'adhérer aux beaux discours et plutôt adhérer aux actions qui sont menées. Et ça vraiment, ce serait un comportement responsable. Donc j'ai envie de dire, la parole politique sur les sujets agricoles, elle est importante, mais sont encore plus importants les actes en matière agricole. Vos organisations professionnelles n'ont pas non plus une responsabilité dans ce qui se produit. Elles ont couru après la montée en gamme. La montée en gamme, ça a été effectivement... Alors on a décrété la montée en gamme au début des années 2000 en disant c'est la vocation de l'agriculture française. Puisqu'on ne sait pas produire au prix, on va produire des produits d'exception. Bon, ce qui était à mon avis une erreur. Mais vos filières ont couru après cette politique-là. Vous êtes vous aussi responsable ? Mais c'est vrai. Et encore une fois, quand le politique fait son programme en matière agricole, il a peu de temps. Donc il va en fait consulter les syndicats majoritaires et les interprofessions. Quand les interprofessions, je pense comme ça à par exemple Interbev, qui il y a 2 ans a fortement poussé la montée en gamme de l'agriculture bovine avec le label rouge, moi je n'ai jamais compris. Il y a 2 ans, je me suis dit mais on est fou. Parce que la filière label rouge n'apporte pas plus de marge aux agriculteurs et c'était déjà à l'époque une filière qui était bouchée auprès du consommateur. On n'arrivait pas à écouler les volumes. Donc pourquoi pousser les producteurs à faire encore plus de label rouge? Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais derrière ça a été porté par le pouvoir politique parce que aussi les interprofessions ont porté cette idée. Donc il y a effectivement un sujet aussi et j'ai pas la réponse en soi. Mais quand on est syndicat, quand on est interprofession, on a une responsabilité de porter des solutions qui vont impacter à horizon pluriannuel, c'est-à-dire, comme le disait monsieur, 10 ans, les filières. Qui assurent la soutenabilité du métier. Monsieur le sénateur, moi quand je regarde un peu de géoéconomie, la guerre en Ukraine, mais je regarde la politique des grands ensembles économiques. Les États-Unis, samedi, j'avais le représentant du secteur agricole de l'ambassade des États-Unis à Paris, qui nous disait, nous, le Farm Bill, c'est sérieux. C'est solide, c'est 5 000 milliards de dollars tous les 5 ans, à peu de choses près, c'est une aide alimentaire. Quand on regarde la Chine qui se développe, qui fait une agriculture offshore en Afrique, on n'est pas un peu, nous, en train de ramer à contre-courant? Si, tout à fait. Alors, ce sujet-là, il est relativement simple. La problématique, elle est assez claire. Aujourd'hui, le monde, la consommation du monde, n'est sans cesse en augmentation de produits alimentaires. Des produits alimentaires élaborés, haut de gamme, mais aussi des produits alimentaires de premier prix. Oui, bien sûr. Hein. La France, qui était la France agricole de ces dernières décennies, avait non seulement la capacité de nourrir son peuple, mais avait cette capacité à exporter. C'est vrai. Et attention, elle exportait pour de la valeur économique et de la valeur ajoutée, mais elle n'exportait pas que cela. Elle exportait aussi une image de la gastronomie, une image du bien manger, une image de la vertu agricole par des paysages, par des territoires et par des multiples produits. Et de la stabilité politique quand elle exporte du blé au Maghreb, On par est d'accord, exemple. et de la stabilité politique. Le problème aujourd'hui, c'est que la France est un des seuls pays qui ne prend plus part au chapitre de la production mondiale. C'est-à-dire que, par exemple, la consommation de poulet n'a sans cesse augmenté depuis ces 10 dernières années de façon exponentielle, et la France ne prend aucune part à cette augmentation de production au niveau mondial. Nous avons cette année une augmentation de 140% des importations de poulets ukrainiens. C'est ça la réalité de la France. Et quand je vois des associations qui viennent militer pour dire que l'élevage de poulets en France est un élevage industriel, alors que c'est 6000 poulets dans le même bâtiment, c'est faire la part belle et ouvrir les portes un peu plus grandes à des élevages belges 1,5 fois plus grands, allemands 6 fois plus grands ou ukrainiens 60 fois plus grands. Aujourd'hui, un élevage de poulets ukrainiens, c'est 60 000 poulets. Donc il faut savoir de quoi on parle. Il faut arrêter de vilipender notre modèle et au contraire le soutenir. Et le soutenir non seulement pour la production et l'autonomie de son peuple, mais aussi dans la possibilité de faire de l'exportation. Parce qu'il y a une phrase qui est simple et qui est du bon sens. C'est que pour en avoir assez, il faut en avoir trop. Bien, merci. Il nous reste à peine 1 minute. Je voulais en 30 secondes que vous nous disiez, moi j'y suis très sensible, le rôle des coopératives. Les coopératives, c'est un outil essentiel. Ce n'est pas une finalité en soi, c'est un outil essentiel dans le cadre de l'ambition agricole française.
justement, un agriculteur seul ne peut pas vendre du blé en circuit court. Donc la massification, la montée en gamme, la qualité permet aux agriculteurs, puis c'est un amortisseur aussi de crise. Par exemple, quand le prix des engrais a flambé, la coopérative peut négocier les achats. Et la disponibilité aussi des engrais, ça a été très compliqué. Néanmoins, voilà, on est un amortisseur de crise et on peut faire collectivement ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Tout simplement. Voilà, c'est la loi des Celtes. Il y a des choses qu'on fait tout seul, il y en a qu'il faut faire à 2, il y en a qu'il faut faire à 100 et d'autres à 1000. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusque-là. Merci à vous. Merci de nous avoir parlé de votre métier avec poésie, d'une certaine façon, en tout cas avec émotion. C'était très bien. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez bien sûr cette émission sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous les jours Stop Intox sur Village Semence. #Village Semence, et puis vous nous suivez sur Twitter et sur la télévision qui est diffusée en direct sur Internet. Merci et à demain.